Vous êtes sur Medi 1, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous allons en Guinée, plus précisément dans la préfecture de Dubreka, située au nord-ouest de la capitale. Sur place, l'extraction de granit et du sable est la principale cause de la détérioration de l'environnement et les sociétés qui évoluent dans ce secteur lucratif peinent à respecter les normes environnementales dans leur activité. Une situation qui suscite la colère des populations riveraines qui n'arrivent plus à profiter des cultures dans leur localité. Vous aurez un état des lieux de la situation sur place dans un instant dans notre reportage. Et pour parler de l'importance du respect des normes environnementales dans le secteur des ressources extractives et de leur impact sur l'environnement, nous recevons Demba Seydi, coordonnateur régional senior de l'ONG Publiez ce que vous payez, PCQVP en abrégé. C'est un réseau mondial de plus de 1000 organisations membres existant dans plus de 50 pays du monde. Votre réseau travaille pour la transparence et la bonne gouvernance dans le domaine des ressources extractives. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est ça, c'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation pour parler de croissance verte. Naturellement, c'est bien réfléchi de le dire comme ça. La croissance est très utile, mais si elle n'est pas verte, elle menace notre environnement, elle menace notre existence à nous-mêmes. Merci Monsieur Seydi. On se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Direction Dubreka en Guinée avec notre reporter Idrissa Cissé. Située à près de 50 km de la capitale, la préfecture de Dubreka attire du monde. Et pour cause, l'extraction du granit et du sable. Dans cette zone où les habitants sont à vocation agro-pastorale, la dégradation très poussée de l'environnement se fait sentir. Les communautés subissent de plein fouet les méfaits de l'usage des explosifs et la forte pollution qui en résulte. Nous sommes dans une situation d'urgence ici. Il y a une intervention d'urgence qui est nécessaire pour rétablir le talus ici sous forme de pente douce et éloigner la zone de risque des pylônes. Ça, c'est la première intervention qui est nécessaire et qui est vraiment urgente. Il doit y avoir une synergie d'action réelle entre l'AGE, l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale, et la Direction nationale des mines. À Tercey, une localité située dans la préfecture de Dubreka, le constat est saisissant. Plus de 5 sociétés d'extraction de granit évoluent dans la zone. Les 1500 habitants vivent le désastre. Les risques de maladies pulmonaires sont palpables. Nous souffrons beaucoup dans notre village. Nous, ici, c'est l'agriculture qui est pratiquée depuis de belles lurettes. Mais aujourd'hui, aucune culture n'est possible avec nos terres-là. On se demande si c'est du poison qu'ils ont mis dessus. Cela nous inquiète en réalité. Pour notre propre consommation, nous sommes obligés d'aller vers d'autres villages qui sont très loin de nous pour avoir des fruits. Depuis très longtemps, nous luttons pour l'amélioration de nos conditions de vie. Mais rien n'a changé. C'est la même réalité. Avec toutes les exploitations dans notre village, rien n'est prévu pour protéger nos terres. Les dirigeants doivent nous aider. Dans leur cahier de charge, la restauration du couvert végétal est clairement mentionnée. Il faut dire que les sociétés qui exploitent cette matière parlent souvent du respect du contenu local. Il n'y a pas d'impact sain dans une exploitation minière. Mais vis-à-vis aussi des taxes qui régissent le fonctionnement économique de l'exploitation, nous sommes aussi
en règle vis-à-vis de ces taxes-là, et ces taxes qui ont un retombé très positif sur la vie de la population riveraine. Vous allez constater aussi que nous fournissons beaucoup d'efforts dans le domaine de restauration de couverts végétales, parce que quand c'est une obligation de code minier, quand il y a l'exploitation, il faut restaurer, il faut redorer le blason. Les mines déjà exploitées, nous les avons remplies, reboisées, et c'est ce qui est notre objectif. Aujourd'hui, il nous reste plus de 1000 plantes aussi à reboiser dans un autre environnement déjà qui est en gestation de reboisement. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de reproche autre mesure à faire. En tout cas, en ce qui concerne la société Alamé, du point de vue impact environnemental, c'est ça ma raison d'être dans cette entreprise, être en conformité avec les principes de droit. Bon, le travail est bien organisé parce que la société est structurée en départements et chaque département a un chef, un Libanais, son substitut c'est un Guinéen, et tout se passe très bien parce qu'on a un planning technique par rapport aux activités. Tout se passe très bien, à merveille, parce que les écoutes sont là, personne ne rejette l'idée de son prochain quoi. Et tout se passe très bien. Autre fait remarquable, c'est bien l'illégalité de certaines entreprises qui ne disposent d'aucun document délivré par le ministère de l'Environnement. Une forte dégradation de l'environnement due à l'extraction anarchique du sable des granites au détriment des mesures environnementales sont souvent dénoncées par des cadres du dit département. C'est une préoccupation du président de la transition et j'y mettrai un point d'honneur pour restaurer tout ce qu'on peut réparer à ce stade-là et ensuite prendre des mesures pour que tout ce que nous entreprendrons dans le futur soit vraiment des mesures qui vont dans le cadre de la protection de notre environnement, surtout dans le domaine de l'exploitation minière. Si vous voyez aujourd'hui que des permis d'exploitation sont délivrés sur des aires protégées, c'est parce qu'il n'y a pas une grande concertation entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Mines. Selon des études menées par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, 145 127 mètres cubes de granit ont été produits en 2016. Certains spécialistes nous font savoir que la contribution du secteur des granites au budget national représente 1,7% du budget de l'État. En ce qui concerne la localité de Tercey, la communauté ne perçoit que 5 chargements de granit par mois. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec M. Demba Seydi, coordonnateur régional senior de l'ONG Publiez ce que vous payez. Monsieur Seydi, d'abord, après le visionnage de ce reportage, quels sont les impacts environnementaux et sociaux potentiels de cette extraction de granit et de sable en Guinée qui, nous le voyons, n'est pas très bien encadrée? Alors, les impacts sont divers sur l'environnement et aussi sur les populations qui vivent autour de cette mine-là. D'abord, il y a la destruction de tout ce qui est faune et de la flore, parce que c'est une biodiversité qui ne peut plus résister par rapport aux agressions des activités extractives. Ensuite, les populations sont directement affectées. Vous avez suivi le témoignage des populations qui sont directement affectées en leur santé parce qu'elles respirent régulièrement tout ce qui est pollution, tout ce qui est poussière qui découle de l'exploitation de ce minerai-là. Donc finalement, ce sont des populations qui sont privées totalement d'un environnement sain, mais aussi des moyens de subsistance parce que même pour pouvoir s'approvisionner en eau potable, elles sont obligées de se déplacer vers d'autres localités. Comment justement ces communautés locales peuvent-elles se mobiliser pour une meilleure gestion environnementale des activités minières dans leur région ? Alors, théoriquement, le droit le prive de beaucoup de possibilités parce que les décisions sont prises au niveau central. Et vous voyez, même au niveau des ministères qui sont directement impliqués, que ce soit le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement, il y a un problème de concertation, ce qui est avoué par Madame le ministre d'ailleurs. Donc, ce qui fait que déjà, les populations se sentent assez lésées à ce niveau-là. Notre travail, nous, consiste bien sûr à renforcer ces populations-là pour qu'elles puissent d'abord connaître l'environnement juridique dans lequel elles doivent
agir, mais aussi de pouvoir bénéficier de l'ensemble des instruments internationaux qui protègent l'environnement et les droits des populations à ce niveau-là. Donc, nous avons des coalitions qui ont des branches au niveau local, qui mobilisent les communautés, renforcent leurs capacités, leur donnent des formations et les informent de sorte qu'elles soient associées dans la prise de décision. Alors, comment les gouvernements et les entreprises peuvent-elles garantir que les activités d'extraction de ressources naturelles soient menées de manière durable et respectueuse des droits des populations et de l'environnement? D'abord, a priori, il y a ce qu'on appelle le consentement libre, préalable, éclairé des communautés. C'est ce que les gouvernements doivent respecter avant d'abord de commencer à donner un permis. Sur chaque périmètre où un permis doit être délivré, les populations doivent être consentantes de l'existence ou de la cohabitation avec cette mine-là. Si les populations considèrent que la présence de la mine constitue beaucoup plus une violation de leurs droits et ne leur bénéficie pas en termes de retombées, malheureusement, la mine ne doit pas exister. Donc l'État doit respecter ce principe-là qui est défendu bien sûr par les organes de l'ONU d'ailleurs. Ensuite, le droit environnemental exige une distance minimale entre les compagnies et les populations. Donc, la compagnie ne doit pas s'établir à une distance qui est moins de 5 km avec les populations parce qu'effectivement c'est pour éviter ces risques de pollution, mais la pollution de l'eau aussi parce que ce sont des compagnies qui utilisent beaucoup d'eau dans l'extraction et affectent la nappe phréatique que les populations utilisent pour s'approvisionner en termes d'eau. Donc finalement, vous voyez les risques que cela pose en cohabitant avec ces compagnies-là. Monsieur Seydi, vous êtes coordonnateur régional senior de l'ONG Publiez ce que vous payez. Quelles sont vos missions au niveau des communautés dans le cadre de l'exploitation de leurs ressources? Alors, nous veillons d'abord à ce que le droit soit respecté sur toute la chaîne de valeur, de la prise de décision d'attribuer un permis d'exploiter jusqu'à la fermeture de la mine. C'est ce qu'on appelle le cycle minier. Donc, dans tout ce cycle-là, à chaque niveau, il y a des implications sur les populations, mais les implications aussi sont de dimension économique et financière. Nous travaillons à ce que les compagnies puissent au moins s'acquitter de leurs obligations financières à l'endroit de ces populations-là. Donc nous avons, par exemple pour le cas de la Guinée, ce que nous appelons le suivi des obligations légales et contractuelles. C'est un exercice qui consiste à déterminer quelles sont les obligations des compagnies et quelles sont les obligations de l'État et les suivre une à une, de sorte qu'on puisse veiller à ce qu'elles soient respectées. Si elles ne sont pas respectées, les populations puissent au moins les dénoncer. L'ONG Publiez ce que vous payez est un réseau mondial de plus de 1000 organisations membres existant dans plus de 50 pays. Quel constat faites-vous de la transparence et de la bonne gouvernance dans les industries extractives, particulièrement sur notre continent? Alors, durant les 20 dernières années, notre travail a été beaucoup plus axé sur la transparence, y compris la publication des contrats. Et c'est à ce niveau-là que tout se joue d'ailleurs. Toutes les obligations, toutes les possibilités qui sont offertes à ces compagnies-là sont consignées dans ces contrats-là. Donc nous avons, dans le cadre d'une campagne qui s'appelle Disclose the Deal, publié les contrats, insisté à ce que les gouvernements publient l'ensemble des contrats et la totalité des contrats qu'ils ont signé avec les compagnies et que les compagnies fassent autant aussi parce qu'il y a souvent des amendements de ces contrats-là ou des modifications qui ne sont pas publiées. Ensuite, les études d'impact environnemental, parce qu'il s'agit ici d'une question environnementale, ce sont ces documents-là qui ne sont souvent pas publiés en réalité parce que les compagnies les considèrent comme étant une propriété intellectuelle. Donc, elles ne les publient pas. Les populations ont accès à ces documents-là pour une période très bien limitée et à travers ce qu'on appelle des concertations avec les populations, ils viennent présenter les résultats de ces études d'impact environnemental qui doivent être assujettis à un plan de gestion environnementale. Mais malheureusement, ce sont des documents qui sont souvent inaccessibles aux populations. Donc, alors comment davantage impliquer les communautés locales dans l'exploitation et la gestion de leurs ressources extractives? D'abord, c'est exiger à ce que tous les contrats soient publiés de sorte que les populations puissent savoir quels sont les engagements que l'État a pris à leur nom et pour leur compte. Et comment ces contrats-là expliquent les implications que l'activité extractive devra avoir sur ces populations-là, y compris en termes d'occupation d'abord de la terre. Parce que généralement, les populations vivent dans des zones où l'État attribue le permis et malheureusement, on se réveille un beau jour pour leur demander d'être délocalisés. Donc, c'est souvent des conflits comme ça qui peuvent en naître. Donc, ça, c'est une étape fondamentale de sorte que les populations puissent accéder à ces contrats. Ensuite, il y a des dispositions qui définissent clairement comment les revenus doivent être partagés. Si vous prenez le cas de la Guinée, pour ce cas de figure, 1% par exemple du chiffre d'affaires brut des compagnies doit être
redistribuer aux populations qui sont directement affectées. Et chaque compagnie doit verser cet argent-là dans un compte bancaire quelconque de la préfecture concernée pour que les populations puissent en bénéficier. Malheureusement, pour ce cas de cette compagnie qu'on a suivi tout à l'heure, il n'y a que 5, par exemple, camions de granit dont bénéficient les communautés locales qui sont directement impactées par mois. Donc c'est très insignifiant comparé aux bénéfices que font les compagnies. Monsieur Seydi, avant de rejoindre PCQVP en 2017, vous avez travaillé avec de nombreuses organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Vous étiez également chargé de programme régional des industries extractives pour Oxfam en Afrique de l'Ouest. Dans ce domaine, quels sont selon vous les principaux défis auxquels ces communautés font face ? Alors, le premier défi d'abord, c'est de pouvoir respecter leurs droits. Et quand je dis droit, c'est d'abord les libertés fondamentales. Les populations sont souvent brimées parce que la compagnie détient un permis qui lui est donné par l'État et malheureusement, elles sont désarmées face à ces compagnies-là parce que les compagnies se font souvent même accompagnées par les forces de sécurité de l'État concerné. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en termes d'espace civique, c'est que les populations n'ont plus à la limite le droit de s'exprimer pour pouvoir défendre leurs droits. Aujourd'hui, nous avons nos camarades qui sont au Niger, qui sont arrêtés parce que tout simplement, elles ont fustigé les comportements de certaines compagnies. Et c'est valable pour beaucoup d'autres pays en Afrique. Le troisième élément, le troisième défi auquel nous faisons face souvent, c'est dans la transparence même de toute la chaîne de valeur, que ce soit la quantité extraite, des populations ne savent pas, et parfois même cela échappe à l'État concerné même. Donc, la qualité du minerai extrait, ensuite, quel est le prix auquel la compagnie l'a vendu pour que l'État puisse mesurer ses revenus. Donc tout ça, ça peut échapper parfois aux communautés. Donc ce qui fait que, au bout du compte, le revenu qui devait leur appartenir en termes de chiffre d'affaires, elles peuvent l'ignorer. Et enfin, effectivement, c'est en termes de restauration même de ce sol qui a été déjà amputé. C'est des exploitations à ciel ouvert pour la plupart du temps. Et malheureusement, cela implique une dégradation de l'environnement, on coupe tous les arbres et ensuite tout ce qui est animaux ne pourront plus vivre dans le cadre de ces préfectures-là. Donc c'est ce que nous avons vu par exemple tout à l'heure dans ce documentaire. Mais qu'en est-il des codes miniers adoptés souvent par nos États africains? Prennent-ils selon vous suffisamment en compte les dimensions socio-environnementales de l'exploitation de ces ressources? Alors à une certaine mesure, on dirait oui, mais avec quelques dispositions très sporadiques dans le code minier qui ne prennent pas sérieusement en compte ces questions environnementales-là. C'est beaucoup plus le code de l'environnement qui pourrait répondre à cette préoccupation-là. Mais malheureusement, la plupart des codes de l'environnement de l'Afrique datent de plus d'une vingtaine d'années. Donc, elles précèdent les codes miniers. Malheureusement, ils ne prennent pas en compte forcément l'activité extractive qui, industriellement, a démarré dans une certaine mesure à peu près pendant une durée de 20 ans. Donc jusque-là, si vous prenez beaucoup de pays, les codes de l'environnement ne répondent plus aux exigences actuelles de l'exploitation minière. Donc d'où la nécessité bien sûr de les revoir en conformité avec les codes miniers. Mais ensuite, il y a d'autres codes ou d'autres lois qui sont là, qui parfois ne se parlent pas en réalité. Vous avez le code de la forêt, vous avez le code de l'eau, vous avez le code de l'environnement, le code minier, qui tous devraient contribuer à sauvegarder l'environnement, mais malheureusement, vous pouvez y retrouver des dispositions contradictoires. Si le code de la forêt refuse qu'on coupe certains arbres, le code minier vous donne un permis, vous autorise à couper tout ce qui est devant vous. Donc malheureusement, c'est ces contradictions-là que nous retrouvons souvent dans les lois. Maintenant, quelles sont les conséquences causées par l'extraction des ressources naturelles sur la biodiversité à long terme et sur les effets du changement climatique que nous subissons actuellement? Alors, à long terme, ce n'est pas que les végétaux et les animaux qui vont disparaître, c'est les êtres humains même qui vont disparaître parce que c'est leurs moyens de subsistance qui disparaissent finalement. Vous n'avez plus accès à l'eau potable. Finalement, si vous buvez cette eau qui est déjà polluée, cela a des conséquences sur la santé. Ensuite, c'est des espaces où généralement les enfants sont impactés par les activités minières. Finalement, c'est la déperdition scolaire. Et les enfants ne vont plus à l'école. Ensuite, c'est de nouvelles formes de vie qui existent. Et généralement, c'est des violences faites aux femmes, surtout en termes disons, de prostitution forcée dans ces zones-là. Donc, ce sont un ensemble d'impacts comme ça qui font que, au-delà même de l'environnement physique,
c'est l'environnement humain même qui est détruit au bout du compte. Maintenant, si on y ajoute le contexte même d'une exploitation encore qui va être massive de ces ressources-là, notamment en Guinée, parce que la Guinée dispose des ressources qu'on appelle les minéraux de transition. On va vers une transition énergétique. Tous les pays se sont engagés depuis 2015 dans cet agenda-là, mais cela nécessite des minerais intermédiaires pour fabriquer les batteries et tout cet arsenal-là qui va accompagner l'énergie verte. Donc, ce qui fait que la Guinée va accueillir davantage de compagnies parce que la Guinée dispose de ces minerais-là tels que le cobalt et le lithium. Donc, finalement, on va voir une arrivée massive de nouvelles compagnies et malheureusement, l'environnement va en souffrir davantage. Et maintenant, quelles sont vos principales recommandations pour une meilleure transparence et une bonne gouvernance dans le domaine des ressources extractives au niveau de votre ONG Publiez ce que vous payez? Alors, fondamentalement, il est clair que le respect des droits des communautés reste intangible, non négociable, ce qui fait que les communautés doivent pouvoir donner d'abord leur aval et leur avis par rapport à l'exploitation minière. Ça, c'est la première préoccupation que nous avons. Ensuite, dans le cadre de l'exploitation massive de ces minerais-là, c'est que les droits de ces populations-là, y compris en termes de revenus, parce que si on est dans un contexte où on ne peut pas refuser l'exploitation de ces minerais-là parce que l'État concerné a besoin de revenus additionnels, mais là, il faut quand même faire un certain équilibrage en termes de qu'est-ce que l'on perd et qu'est-ce que l'on gagne à ce niveau-là. Donc, à ce niveau, il est important qu'on puisse mesurer comment les populations pourront gagner davantage. Et à ce niveau-là, c'est le contenu local qui est souvent exploré comme étant une voie de salut, entre guillemets, parce que les achats locaux constituent une source de mobilisation de ressources endogènes qui dépassent même ce que les compagnies payent au niveau de l'État en termes de salaire et tous les autres paiements, que ce soit paiement volontaire ou paiement obligatoire. Donc à ce niveau-là, il est important que l'on puisse booster le privé local de sorte qu'il puisse capter les marchés des compagnies au niveau local. Et enfin, c'est veiller à la transparence par la publication de l'ensemble des contrats, encore une fois, qui consigne l'ensemble des obligations des différentes parties. Et au niveau de publier ce que vous payez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour la mise en œuvre de vos recommandations? Alors, d'abord, c'est l'espace civique qui est restreint. Quand vous vous exprimez à ce niveau-là, vous avez souvent des arrestations, des brimades, des agressions. Quand nous travaillons même avec des journalistes, il arrive que les journalistes qui ont eu à faire des documentaires comme ça soient agressés, d'autres emprisonnés, parce qu'effectivement, l'État interprète parfois ces documentaires-là comme étant un appel à l'insurrection de la part des communautés, etc. Donc ça, l'espace civique constitue un blocage fondamental. Deuxième chose, c'est l'accès à l'information. Dans beaucoup de nos pays, on n'a pas des lois qui permettent aux citoyens d'accéder à l'information, ce qui fait que finalement, toutes ces questions qui sont discutées entre l'État et les compagnies restent dans des tiroirs auxquels le citoyen n'a pas accès et qui ne lui permet pas de revendiquer ses droits. Et dans beaucoup de pays, c'est le cas. Et enfin, autre difficulté fondamentale, c'est de pouvoir suivre les données. De suivre les données parce que ce sont des données qui ne sont pas ouvertes pour la plupart. Ce sont des données qui sont estampillées, soit confidentielles dans beaucoup de cas. Vous verrez que même certains contrats ou des MOU entre une compagnie et l'État peuvent être estampillés confidentiels et la détention de ces documents-là est considérée comme un recel de documents administratifs. Merci Monsieur Demba Seydi pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur régional senior de l'ONG Publiez ce que vous payez. C'est moi qui vous remercie et c'est un plaisir d'avoir participé à ces échanges. Merci Monsieur Seydi. Excellente suite des programmes sur Midi 1.